comment on fait pour trier ce qu'on appelle les WRE qui veulent juste voir la propriété? Comment on fait pour les trier, les bons des mauvais? Je vous reviens tout de suite après. Bonjour, mon nom est Mario Labrec, je suis courtier immobilier chez Remax Accès depuis une vingtaine d'années. Donc, je vous donne l'information là-dessus. Comment on fait pour trier les gens qui veulent visiter la propriété, qui veulent aller plus loin dans la propriété sans toutefois avoir eu beaucoup d'informations. Donc, les gens, maintenant, nous appellent beaucoup moins, travaillent beaucoup par courriel, par demande d'informations sur le site Internet, par SMS, par Messenger. Il y a beaucoup de moyens de communiquer avec nous maintenant, autre que le téléphone. Et je vous dirais que maintenant, le téléphone est rendu, je vous dirais, déficitaire comparativement au courriel et aux autres moyens de communication. Donc, il faut s'adapter. On pose des bonnes questions. C'est ma job de trouver, premièrement, les questions et deuxièmement, d'être capable de trier les réponses qui vont aller avec les questions. Les gens appellent, veulent visiter ou envoient une demande de visite directement. Demain, à 16h, veulent visiter un endroit. Bien, c'est à moi de faire les demandes avant de faire la demande de la visite. Donc, je pose des questions à l'acheteur. Est-ce que vous aviez vu que c'est un endroit plutôt commercial, en zone agricole? Je vous donne cet exemple-là parce que justement, j'ai une propriété en territoire agricole qui est commerciale et qui a beaucoup, mais énormément de demandes. À tous les jours, j'ai plusieurs demandes pour cette propriété-là. Et les gens ne posent pas vraiment de questions, ils veulent aller visiter. Donc, moi, je pose les bonnes questions. Je pose la question tout simplement, vous voulez faire quoi? C'est quoi le projet de cet achat-là? Est-ce que c'est aller demeurer là? Je ne sais pas, moi, faire une écurie, garder des chevaux, exploiter l'érablière? Et là, les gens disent, ah ben oui, nous autres, on va aller rester là, on est une petite famille, on va avoir une petite fermette. Bon, ben c'est pas permis de faire du résidentiel dans cet endroit-là. C'est pas permis de construire une propriété, une maison résidentielle. Il faut vivre avec les bâtiments qui sont là déjà. C'est un droit acquis en cabane à sucre. Donc, on ne peut pas aller demeurer dans la cabane à sucre non plus. C'est zone agricole et c'est pas permis. Ah, ben là, avoir su, ben c'est ça. Fait que, tu sais, les bonnes questions, il faut les poser. Pourquoi? Quel est le but? Avez-vous déjà rencontré un banquier? Parce que, pour faire suite à mon exemple que je viens de vous donner, ça ne s'achète pas avec 5 % de comptant. Ça va s'acheter avec un 30-35 % de comptant probablement, minimum, même 50 % dans la plupart des cas, de comptant. Donc, c'est des gens qui n'ont pas pris le temps de regarder, de poser les bonnes questions. Ils veulent aller visiter, puis après ça, ils vont revirer de bord parce qu'ils ne pourront pas faire leur projet. Ben, ça fait partie de ma job de faire ça, de trier ces gens-là pour, en bout de ligne, oui, ne pas me déranger pour rien, c'est correct, ça fait partie de la job, mais surtout, le vendeur est écœuré, est tanné de se faire déranger pour rien. Pourquoi? Ben parce que lui, il se déplace, va débarrer la porte, on arrive avec les clients posent des questions pour dire, ben là, je pourrais mettre ma maison où, puis tout ça. Ben non, tu ne peux pas faire de maison, je viens de te le dire. Je te l'ai dit avant. Ah, ben là, fait qu'imaginez que le vendeur n'est pas content de ces situations-là, puis il est allé virer à sa cabane pour rien, aller débarrer les portes à quelqu'un qui n'avait pas l'intention d'acheter un produit comme il a à vendre. Fait que ça fait partie de la job de trier ces gens-là, autant dans le résidentiel que dans le commercial. Là. Ça, je vous parle de commercial, d'un commercial, oui et non, c'est quand même en zonage agricole, mais souvent les gens ne posent pas les bonnes questions puis sautent aux conclusions tout de suite. Ah, ils veulent acheter tout de suite, ils ont peur de la perdre. Oui, mais tu veux faire quoi? Et à la base, là, c'est quoi le besoin? Puis on va s'ajuster. Si c'est le besoin, on va se dépêcher puis on va y aller. Mais si c'est pas le besoin, ça fait pas partie des choix. Et de faire une subdivision de terrain à cet endroit-là, c'est pas permis non plus. J'ai plusieurs appels. Ils voulaient faire des terrains à l'avant de la propriété résidentielle, construire des maisons, puis garder l'arrière pour eux comme cabane à sucre, puis amusement, tout ça. Ben non, on peut pas. La seule raison pourquoi on pourrait construire une résidence sur cette propriété-là, c'est qu'il faut un élevage
agricole, un élevage, soit une production agricole, un élevage de chevaux, exemple. Bon, dans l'élevage de chevaux, la plupart de ces gens-là disent je vais louer des box, je vais faire de la location de box, fait que comme ça, je vais être capable de... Non, ça devient commercial, c'est pas de l'élevage. Il faut être capable de prouver à la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, que vous allez faire un élevage de chevaux, que vous allez vivre principalement de cet élevage-là. C'est rendu comme ça maintenant à la CPTAQ pour obtenir l'autorisation d'avoir une résidence sur une propriété qui est zonée agricole, complètement agricole. Donc, ces gens-là veulent avoir l'emplacement, ils veulent avoir les bâtiments, ils voudraient se construire une maison, mais ils veulent virer ça peut-être en semi-commerce, garder 1, 2, 3 chevaux à eux, mais n'en garder 20 autres pour que ce soit payant. Mais ça ne marche pas. Oui, c'est des chevaux, vous allez me dire, mais ce n'est pas considéré comme une production agricole, tout simplement au niveau de la CPTAQ. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas passer à l'étape de construire une maison ou même de changer la vocation de la cabane à sucre pour mettre des chambres puis aller rester là, ça ne marche pas. Ça ne sera pas autorisé par la CPTAQ ni par la Ville automatiquement parce que la Ville va dire « Oui, moi, ça ne me dérange pas si la CPTAQ accepte ». Fait que c'est toujours la CPTAQ qui va refuser, en bout de ligne, les projets de ce genre-là. Donc, il y a beaucoup de démarches à faire. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver que la CPTAQ autorise dans des situations où, par exemple, le voisinage est complètement résidentiel et il reste juste cette place-là. Il n'y aura comme pas de terre, il n'y aura pas comme de gens qui vont exploiter cette terre-là possiblement. Bien là, ils vont peut-être donner des autorisations résidentielles pour de la construction ou des choses comme ça. Mais il faut se débattre, il va falloir aller monter un bon projet, monter un bon plan et aller présenter ça à la CPTAQ. Puis souvent, la CPTAQ va refuser et on va être obligé de retourner en demande pour débattre des points, pour essayer d'avoir l'autorisation. C'est un exemple, là, mais les ORE, il y en a dans toutes les situations. Il y a des gens qui appellent, disent « oui, vite, dépêche-toi, je veux visiter. » Bon, vous avez besoin de combien de chambres? Vous avez combien d'enfants? Oh, moi, j'ai 4 enfants. Il y a 2 chambres dans la maison. Ça ne sera pas évident avec 4 enfants. Là. Il n'y a pas plus de chambres que ça. Ils n'ont pas pris le temps de regarder. Ils n'ont pas posé de questions. Tout ce qu'ils ont regardé, c'est la photo, la maison à leur plaît, puis le secteur leur plaît, ils se dépêchent. Donc, ça fait partie de ma job de vérifier ces éléments-là pour ne pas déranger tout le monde, y compris moi, pour rien, y compris ceux qui visitent. L'acheteur qui veut visiter, qui a besoin de 5 chambres, si je l'amène à un endroit qui en a 2, premièrement, il va me dire « Ouais, ça ne fit pas, hein, tu m'as emmené dans une place qui a 2 chambres. » Mais des fois, c'est pas nous autres qui l'amènent, c'est lui qui pose pas de questions et veut visiter, pense de peut-être faire une autre chambre au travers de celles qui sont là, qui sont trop grandes, selon lui, tout ça, mais il faut établir le bon plan de match en partant, poser les bonnes questions, établir le besoin du client, puis pas déranger les gens sans avoir la conviction que ça peut faire un beau produit pour l'acheteur, puis que ça peut faire que le rêve va se réaliser de leur côté. C'est, comme je vous dis, là, si la maison a 20 par 20, on ne fera pas 5 chambres dans 20 par 20, là, c'est clair. Si on est en zone inondable et qu'on ne paye pas comptant, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de situations où on ne sera pas capable de financer. Donc, il faut connaître le dossier de la propriété, il faut connaître le dossier du client-vendeur et celui de l'acheteur également. Idéalement, on veut avoir le plus d'informations pour diriger les personnes aux bonnes places. Fait que c'est important de connaître les bonnes questions à poser aux clients. Puis, ayez pas peur de poser des questions, vous aussi, si jamais vous êtes un vendeur là, qui vendez par vous-même, ce que je ne conseille pas, mais, coudonc, il y en a qui le font pareil. C'est vraiment, tu sais, des fois, on dit les courtiers, ils font pas grand-chose, ils ont vendu ma maison, ça n'a pas été long. Bien, ils ont peut-être, justement, posé les bonnes questions au bon moment, puis ils ont amené un client, puis ce client-là, c'est le bon. Pourquoi? Parce qu'il a posé les bonnes questions, il a fait un bon tri, il a fait une bonne job en amont, puis ça a permis que la transaction s'est réalisée. Il n'y a pas eu 48 visites, parce qu'on se fait souvent dire ça. Hey, on n'a pas de visite. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personne qui appelle.
ou qui demandent de l'information par courriel. Quand je dis qu'ils appellent, là, ça veut dire la même chose que le courriel ou peu importe le moyen de poser des questions. Là. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais c'est juste que des fois, on va faire le tri en amont, justement. On le sait que ça ne marchera pas, ça ne donne rien d'aller là. S'il y a 5 chambres qu'il a besoin, puis on en a une, ça ne donne rien d'aller à cette maison-là. On ne sera pas capable, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de possibilité d'agrandissement, etc., etc., etc. Bien, on le sait, tout simplement. On va classer ce client-là ailleurs, on va lui trouver autre chose à la place. Je pense que c'est la solution idéale. Mais en attendant, des fois, les gens posent pas les bonnes questions, posent pas à la bonne place non plus. Ils vont poser la question quand le client est arrivé pour visiter. Ouais, mais tu n'as pas posé avant qu'il y avait 5 enfants la question, là, qu'il y a besoin de combien de chambres. Bon, ben, ça aurait dû être posé avant. On voit ça souvent, là, je vous dirais. Ça arrive. Il y a des courtiers aussi là, qui ne posent pas les bonnes questions. Là. Je parle des particuliers qui vendent leur propriété par eux-mêmes, mais je vous dirais qu'il y a des courtiers aussi qui ne posent pas les bonnes questions et qui ne font pas la job comme elle devrait se faire. Ça, c'est dans tous les métiers, je vous dirais. Mais on le voit également dans les courtiers immobiliers qu'il y en a qui ne connaissent pas le métier. Des fois, c'est des nouveaux. On peut comprendre qu'il faut qu'ils apprennent, mais des fois, c'est pas des nouveaux, puis ils n'ont pas posé les bonnes questions. Ils font ça tout croche. Ben, ça fait partie du métier aussi. Fait qu'il faut tenter de se démarquer dans ce milieu-là également. Il faut tenter de faire les bonnes actions pour que les gens voient qu'on travaille quand même pour eux, leur donner de l'information, leur donner des comptes rendus, les suivis au niveau des visites par Internet. Parce que oui, on peut avoir beaucoup de visites par Internet, mais il n'y a personne sur le plancher. Personne ne vient cogner à la porte. Ben, il y a une raison probablement à ça. Des fois, ça peut être l'environnement de la propriété, ça peut être les photos sont pas bonnes, il y a quelque chose qui cloche à quelque part. La plupart du temps, il va y avoir ça. Des fois, c'est le prix. C'est pas toujours le prix. Des fois, c'est le prix. Ça peut être la prise de possession, la date de prise de possession. J'ai un cas où j'ai vendu une propriété. La dame, elle, ça allait dans 1 an à peu près la prise de possession. Je l'ai pris quand même, on l'a mis en vente, puis on l'a vendu avec la prise de possession quasiment 1 an plus tard. Et les gens sont super heureux d'acheter. C'est pas encore notarié à l'heure qu'il est quand je vous parle, quand je fais cette capsule-là, mais les gens vont notarier plus tard, encore dans 3-4 mois, et ils ont acheté, il voulaient à peu près 6 mois. Donc, c'est vraiment spécial, mais il n'y a pas eu 50 visites de cette propriété-là. Pourquoi? Parce que les gens voulaient rentrer dedans tout de suite au printemps. Qui achetaient et non à l'automne. Donc, ça a éliminé beaucoup de clients potentiels. Ça a fait en sorte que la propriété s'est vendue quand même à un excellent prix, tout ça, mais ça fait en sorte qu'on a peut-être manqué des clients qui auraient peut-être payé un peu plus cher si on avait été avec une prise de possession avec la bonne date. Par contre, ça faisait l'affaire de tout le monde, de la vendeuse, des acheteurs. Tout le monde est content de la transaction. Donc, le but, c'est d'arriver à ce que tout le monde soit content dans une transaction. C'est ça le but. Je pense que les gens engagent un courtier pour cette raison-là. Ils ne veulent pas s'occuper de rien, puis ils veulent arriver au but de la meilleure façon possible, avec le meilleur prix possible. C'est ça qu'on fait. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, peu importe, vous pouvez m'appeler, me rejoindre, le mariolabrec.com ou le 418-948-7000, le 418-948-7000. Ça m'a fait plaisir de vous répondre et de vous aider. Merci et bonne journée.